De défense et nous avons voulu vous expliquer, analyser finalement c'est quoi la tentacule iranienne, c'est quoi l'araignée iranienne qui déploie sa toile, l'influence iranienne dans toute la région et dans toutes les grandes villes. Chani Guidalia, bonsoir. Vous allez nous expliquer c'est quoi l'iranisation de la région. Oui Mathias, on va faire la liste de tous les pays où l'Iran a véritablement étendu son influence. En premier évidemment le Liban, on sait que le Liban a été fortement déstabilisé par l'Iran et cette influence iranienne a eu des répercussions sur la politique interne du Liban et qui a même accentué les tensions et les conflits internes dans le pays. En deuxième, c'est l'Irak, puisque depuis la chute de Saddam Hussein, eh bien, l'Iran a augmenté son influence en Irak. Il y a donc des milices chiites qui jouent un rôle majeur dans la politique irakienne et cette influence iranienne a conduit à des tensions internes et des conflits avec les Kurdes et les sunnites. Ensuite, il y a Gaza, puisque évidemment, c'est pas nouveau. On sait que voilà, l'Iran finance le Hamas et le djihad islamique, les soutient, leur fournit que ce soit des fonds, que ce soit une formation militaire, des armes, etc. Et ce soutien iranien a contribué véritablement à la militarisation des groupes terroristes locaux. Et on voit le résultat aujourd'hui, évidemment, et avec toutes les opérations qui sont passées au fil des années. Maintenant, si on regarde du côté du Yémen, il y a deux villes qui nous intéressent. La première, c'est Sanaa, la capitale. On sait que là-bas, il y a des Houthis qui sont soutenus véritablement par l'Iran. Et depuis le début de la guerre, l'Iran a fourni un soutien logistique et militaire aux Houthis, ce qui a contribué à la guerre civile et provoqué une crise humanitaire massive. Maintenant, on regarde une deuxième ville qui s'appelle Saada. Saada qui est un bastion des Houthis également et qui a été fortement influencé par l'Iran. On sait que la région est devenue un point central avec une forte présence des milices qui sont soutenues par l'Iran. Et enfin, on va terminer par la Syrie. Tout d'abord Damas, c'est pas un secret, on sait qu'il y a énormément de milices pro-iraniennes qui se trouvent à Damas. Il y a aussi la ville de Qousseir où il y a eu une bataille importante en 2013. Et on sait qu'il y a les forces syriennes qui sont soutenues par le Hezbollah et donc indirectement par l'Iran qui ont repris le contrôle de la ville. Et donc cette implication elle a été déterminante dans la victoire de cette bataille et a renforcé l'influence iranienne dans le pays. Et enfin on va terminer par Abu Kamal qui se situe à la frontière syro-irakienne. Pendant la guerre civile on sait que Abu Kamal ça a été un bastion des forces soutenues par l'Iran et Abu Kamal est devenu un point crucial pour faire transiter des armes et du matériel militaire. Et avec l'aide de l'Iran et du Hezbollah, eh bien, les forces syriennes ont réussi à reprendre Abu Kamal en 2017. Et depuis, la ville, elle est restée sous le contrôle des forces pro-régime. Donc on voit comment l'Iran a réussi à utiliser des positions stratégiques et des alliances stratégiques pour renforcer et étendre son influence dans tout le Moyen-Orient. Merci Chani Guidalia. Alors une ville n'a pas été citée, bien évidemment, et c'est l'objet, c'est le thème de cette soirée, Beyrouth. Comment Beyrouth, appelée la Paris du Proche-Orient, appelée la petite Suisse du Proche-Orient, est tombée, a été iranisée. Regardez ce sujet et on en parle justement avec nos invités. Elle était surnommée le Paris du Moyen-Orient. Avant la guerre civile libanaise, Beyrouth était un carrefour de culture où l'Orient rencontrait l'Occident. Les années 50 et 60 sont souvent considérées comme l'âge d'or de Beyrouth. Le secteur financier était particulièrement dynamique. Le port de Beyrouth, l'un des plus actifs de la région. La ville était un exemple de coexistence religieuse avec des communautés musulmanes, sunnites et chiites, chrétiennes, maronites et orthodoxes, druzes et juives vivant côte à côte. Mais la guerre civile qui a éclaté en 1975 a plongé Beyrouth dans une période de tension et de violence. La ville est devenue un champ de bataille, divisée en zones contrôlées par différentes milices. La population de Beyrouth a été déplacée, les infrastructures endommagées, l'économie dévastée. Malgré la fin officielle du conflit en 1990, les cicatrices de la guerre sont restées visibles. L'influence iranienne a transformé la dynamique politique et sociale du pays, et ce grâce à un acteur majeur, le Hezbollah. L'organisation terroriste a été créée avec le soutien direct de la République islamique d'Iran, qui voit en lui un moyen d'étendre son influence régionale. Le Hezbollah est devenu une entité politique et militaire de premier plan au Liban, une ascension alimentée par un soutien militaire et financier continu de l'Iran.
Tout d'abord, au niveau militaire, le Hezbollah est devenu l'une des forces les plus puissantes du pays, surpassant l'armée en termes de capacité et de ressources. Ce soutien a permis au Hezbollah de développer un arsenal sophistiqué avec des centaines de milliers de missiles et de drones. Ensuite, au niveau financier, l'influence iranienne s'est manifestée par des investissements et des programmes sociaux. L'Iran a financé la reconstruction de quartiers dévastés dans les zones chiites, des hôpitaux, des écoles et des routes ont été construites avec des fonds iraniens, ce qui a contribué à renforcer la légitimité du Hezbollah parmi ses partisans. Enfin, au niveau politique, le Hezbollah est devenu un acteur incontournable avec une présence au sein du gouvernement et une influence sur les décisions stratégiques du pays. Une situation qui a depuis conduit à des blocages politiques continus. L'influence iranienne lui a donné un pouvoir considérable, mais a également isolé le Liban sur la scène internationale. Et face à la dépendance à l'égard des fonds iraniens, les tensions se sont accentuées, rendant la coexistence plus difficile. Beyrouth est aujourd'hui une ville en quête de son identité. Et quel plaisir de vous avoir, messieurs. Merci d'être avec nous. Eddie Cohen, orientaliste, natif de Beyrouth. Or Issachar, chef du département des recherches sur l'Iran des Bitronistim, les sécuritaires. Votre maman est libanaise. Et Avner Avraham, vos parents sont irakiens, mais vous avez travaillé au sein du Mossad, jeune agent du Mossad à Beyrouth à l'époque. Je vous ai fait venir parce que j'aimerais comprendre comment l'Iran a iranisé Beyrouth. D'abord, est-ce que pour vous ça vous choque, Eddie, vous êtes un natif de Beyrouth, ça vous choque que je dise l'Iran a iranisé Beyrouth? Oui, parce que celui qui a connu le Liban durant les années 70 ou bien durant les années 80, comme moi-même. Et dans les années 80, j'avais 12 ans, j'avais 13 ans, je suis né en 72. La guerre civile a commencé en 75. Les Palestiniens et les chrétiens contre les musulmans, contre les Druzes. Mais ça n'a pas changé la société. Il y avait la guerre, on voyait les bombes et les bombardements, on écoutait les bombardements, les immeubles ont été détruits, mais on n'a pas vu un changement dans la société. C'est-à-dire, maintenant, par exemple, où j'habitais, à Wadi Abou Jmil, le quartier des Juifs, on voit que les chiites, on voit tout en noir, le hijab, on dirait on est en Algérie ou à Barbès. Et vous voyez, le Liban a changé durant ces dernières années. On voit des supermarchés, des gens qui me connaissent, ils me disent il y a des supermarchés iraniens. Et c'est l'influence de l'Iran. J'aimerais comprendre d'un point de vue sécuritaire. Quand vous êtes envoyé par le Mossad en plein cœur de Beyrouth, vous voyez quoi d'abord? D'abord, je dirais que c'est arrivé il y a 40 ans. Et j'étais soldat. J'étais soldat sans uniforme qui a été envoyé par le Mossad. On m'a emmené à un aéroport militaire de Tel Aviv et ensuite en hélicoptère, on a atterri à Djounia, qui est un village chrétien. Il faut comprendre une chose, le Mossad, en fait, aide les minorités non musulmanes et qui ont un ennemi commun avec nous. Et pour les chrétiens et le Mossad d'Israël ont un ennemi commun. À l'époque, c'est l'OLP. Vous m'avez envoyé 2 photos. J'aimerais que vous les commentiez. Des photos où on voit Rafoul, le chef d'état-major israélien, avec avec Jmaïel, le chef de la communauté chrétienne. C'était aussi voulu? Oui. En fait, quand les liens se sont tissés avec les chrétiens, et Jmaïel, qui est devenu le président du Liban et a été assassiné, nous les avons aidés. Et ils nous ont aidés. Ils nous ont permis d'amener des officiers de haut rang, y compris le chef d'état-major, pour se préparer à ce qui allait devenir la guerre du Liban, pour connaître le terrain, pour recueillir des renseignements. Voilà des photographies d'une voiture américaine. C'est le Mossad qui photographie de l'arrière. Et ici, vous avez une photographie des forces de Tzal qui vont vers Beyrouth. Il faut comprendre que le Mossad a plusieurs strates. Si nous prenons la strate la plus élevée, Eli Cohen, qui
qui était un combattant là-bas, qui était sous couverture 100% et sans rapport avec Israël. Ça, il y a aussi les relations extérieures. Et nous étions là avec les relations extérieures du Mossad. Ils savaient qu'on était du Mossad. Nous savions qu'ils étaient des services secrets du Liban. Ils nous ont aidés. On s'est aidés mutuellement. Ori Sachar, lorsque votre mère, qui est libanaise, vous a fait grandir avec son Liban natal, et que vous arrivez à un moment c'est pas un secret, vous avez fait votre carrière militaire dans les renseignements. C'est quoi? C'est uni? Vous dites, je vais rejoindre maman? Bon, j'aurais dit que j'ai grandi avec l'ambiance libanaise, hein, avec la boeuf et avec la nourriture libanaise, avec l'ambiance et avec les souvenirs, les mémoires de cette époque-là. Je dois dire que Beyrouth, autrefois surnommé, comme vous l'avez précisé, le Paris du Moyen-Orient, le Liban, l'un des pays les plus beaux du Moyen-Orient, est devenu peut-être un bouclier iranien. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, il a été iranisé. Et tous les pays qui sont devenus des boucliers iraniens, comme l'Irak, le Yémen et d'autres pays, bien évidemment, sont devenus vraiment des pays inhabitables quasiment. Et on voit bien que des coupures de courant, de chômage, de manifestants, tout cela caractérise, j'aurais dit, le Liban d'aujourd'hui. Alors autrefois, ma mère a fait Aliyah en 69. Autrefois, avant ça, on avait eu, j'aurais dit, le bon voisinage entre des juifs, des chrétiens, des musulmans, des druzes. Notamment depuis la guerre de 6 jours, j'aurais dit que le bon voisinage n'était plus. En fait, il y avait des manifestants contre l'État d'Israël et contre la communauté juive même. Alors que ma grand-mère a même préparé des marmites avec de l'huile chaude pour verser sur un manifestant au cas où la police locale n'aurait plus de le stopper. Alors tout cela était vraiment en alarme, en signal de quitter et de faire Aliyah. Et en tout cas, le sionisme leur a poussé à faire ça. S'ils étaient restés, il se serait passé quoi aujourd'hui? Est-ce qu'un juif aujourd'hui pourrait vivre encore sous le joug je vais poser ensuite la question à Eddy. Non, parce que comme en tous les pays arabes, il n'y a quasiment plus de juifs dans le monde arabe, alors qu'il y avait plus d'1 million de juifs autrefois. Et j'aurais dit que oui, ils auraient fait l'Aliyah à cause du sionisme, mais en 69, c'était plus tenable de vivre à Liban. Alors, Déjà, oui. Le dernier à quitter, c'était son oncle, en fait. Il a quitté dans les années 80, au sein pendant la guerre civile au Liban. Je dois dire, comme vous l'avez dit, le Liban a été iranisé. C'est-à-dire, aujourd'hui, le vrai propriétaire du Liban, c'est Hassan Nasrallah. C'est plus le gouvernement libanais. C'est le gouvernement, peut-être, il est le ventriloque derrière le gouvernement libanais. Alors, justement, Hassan Nasrallah, c'est le Hezbollah. Est-ce que vous savez, à ce jour, Eddy Cohen, qui a assassiné votre père? Et le Hezbollah, quand il a... vous dites le Hezbollah. Le Hezbollah, au début de 80, 82, 3, quand il a su, quand il y avait des dizaines de Hezbollah qui étaient en tôle, ici en Israël ou chez Antoine Lached, il a voulu faire Antoine pression. C'était le leader de la communauté chrétienne. De la communauté chrétienne au sud du Liban, et qu'il a collaboré avec Israël. Les Hezbollah, ils ont dit, on va kidnapper les Juifs, et on va faire, ça nous rappelle ce qui se passe aujourd'hui, tout à fait. On va faire un deal pour libérer les chiites qui sont dans les prisons d'Israël ou au Liban. Qu'est-ce qu'on fait? Viens, on va kidnapper les Juifs. En 85, en une seule journée, ils ont kidnappé mon père, le chef de la communauté juive, et Israq Sasson, le docteur de la communauté juive, docteur Eli Halak, mon père, et 7 autres juifs. Ils les ont kidnappés pendant 9 mois, et il n'a pas eu un deal, et malheureusement, le Hezbollah, il a massacré tous ces juifs, tous ces juifs-là. Je voudrais dire une seconde. Sa mère, presque tous les juifs de Liban, après 67, ils ont été surpris. Ils ne savaient pas c'était quoi Israël. Ils ont vu qu'Israël a réussi à combattre les Arabes en 6 jours. C'était de la joie et en plus de curiosité. Ils se sont dit, viens, on y va à Eretz Israël. C'est les conséquences de guerre de 6 jours. Alors, justement, c'est un point. Après, on parlera de Beyrouth d'aujourd'hui. Avner Avraham,
c'est très juste ce qu'a dit Or, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un départ forcé de tous les juifs des pays arabes. Vous avez beaucoup étudié sur la question. Lorsque vous avez arrivé à Beyrouth, est-ce que les autochtones, les Libanais, savent qui sont les Juifs, savent qui est Israël, qui sont les forces de sécurité israéliennes? Nous étions dans un environnement des phalangistes. On vivait avec eux. On était avec eux dans leurs véhicules. Bref, on se mélangeait à eux. On n'avait pas de contact avec les Juifs. Du tout. Nous n'avions pas de contact du tout avec les Juifs. Et ce qui est intéressant, c'est que nous parlons d'une période où Israël avait encore des relations avec l'Iran. Et l'Iran a aidé les chrétiens. Mais nous avons envoyé des signaux par l'unité 504 des renseignements, des signaux à Gemayel en lui disant « On veut vous aider, vous envoyer des armes ». D'abord, un yacht qui est arrivé près d'un navire de force maritime. Il est venu ainsi à Haïfa. Yair Ravitz, mon collègue qui était le commandant de l'unité 504 dans le nord, a vu que le niveau était trop bas et il a demandé qu'on envoie des gens de premier plan, mais il leur a rempli les yachts de munitions de Kalachnikov. Ensuite, il y a un dirigeant qui est arrivé pour représenter les phalangistes et ce soir-là, ils ont été accueillis par le Mossad et Shimon Peres. Ils ont été dînés à Jaffa, au restaurant Ayaf Alhambra. On a décidé de coopérer avec eux, on a transféré ça au Mossad. Les gens du Mossad ont parlé en français avec eux directement et mon ami Yair, qui était un arabisant, a dit au Proche-Orient, on ne parle pas le français, on parle l'arabe. Aujourd'hui, faire venir un leader chrétien ou un leader druze à Tel Aviv, c'est possible? C'est irréel? C'est du domaine de l'imaginaire? Je ne parlerai pas de ce qui se passe aujourd'hui, mais je peux vous dire que le roi de Jordanie est venu en visite secrète, le roi du Maroc aussi, et les relations avec la Jordanie ont commencé par des relations très fortes avec... Si je parle du Liban, à l'époque du Liban, tous les dirigeants et les officiers de premier plan ont eu des cours en Israël, ont reçu des munitions, ont été formés et nous avons été en fait séduits par eux. On pensait qu'on allait les aider, ils pensaient qu'on allait faire le travail pour eux. Et nous, on pensait qu'on les aidait à s'aider eux-mêmes et c'est là l'échec. Alors justement, Eddy, puisque vous parlez du Hezbollah, aujourd'hui, certaines voix au Liban se font entendre, peut-être minimes, pour dire stop, pour dire nous ne sommes pas d'accord. Alors, nous avons essayé de les réunir. Notre journaliste de la chaîne arabe, Assaf Gibor, a tenté de parler à certaines de ces voix. Écoutez, Assaf Gibor et Johanna Binder. Selon un rapport du Financial Times, les frappes israéliennes au Liban ont vidé le périmètre frontalier de leurs habitants jusqu'à 5 km de la bordure avec Israël. Tsahal continue ses manœuvres de dissuasion et montre aux Libanais ses capacités de nuisance jusqu'à la capitale Beyrouth au moyen de vols supersoniques. Parmi les habitants du sud Liban, certains s'arment de courage, reviennent chez eux et constatent les destructions. Beaucoup de choses ont été détruites. J'ai perdu par exemple la photo de mon fils aîné qui est mort. C'est la première fois que cela se produit. Lorsque j'ai vu ça, j'ai pleuré. Il y avait dans cette maison les souvenirs de tellement d'années de vie. Tout a disparu. Le Premier ministre provisoire du Liban, Najib Mikati, a rencontré des responsables militaires et éducatifs dans le cadre d'une visite exceptionnelle au Sud-Liban samedi dernier. Nous sommes des partisans de la paix, nous prônons la paix et l'application de la résolution 1701, a déclaré le dirigeant lors de son déplacement. Les États-Unis et la France dialoguent avec le gouvernement libanais pour tenter, sans succès jusqu'ici, de parvenir à un accord. Dans une conversation avec i24 News, Dr Hassan Aboudiab, un Libanais expatrié, attend désespérément un changement.
Nous savons désormais que le Hezbollah utilise l'aéroport international de Beyrouth comme espace de stockage d'armement, en considérant le fait que le groupe terroriste a déjà utilisé dans le passé le port de Beyrouth pour stocker des matières explosives comme du nitrate d'ammonium. Le gouvernement libanais n'est rien d'autre qu'un instrument aux mains du Hezbollah. Le Hezbollah est certain que rien ne peut vraiment le contraindre. Une guerre servira son ambition suprême, le contrôle du Liban. L'organisation permettra ainsi aux Iraniens de progresser dans le développement de leur programme nucléaire. Comme Dr Abou Diab, de nombreux résidents libanais espèrent être sauvés de l'influence du Hezbollah et de l'Iran et éviter une guerre. Un espoir qui aujourd'hui ne semble trouver aucun écho. Alors, Eddie Cohen, est-ce que vous arrivez, quand vous entendez ces réactions, est-ce que vous arrivez, vous parvenez encore à parler avec certaines voix au Liban? Au Liban, non, mais je suis en contact avec beaucoup de Libanais qui habitent en France, au Canada, aux États-Unis. Écoutez, le Liban, je dis ça franchement, le Liban a été créé pour être une maison pour les chrétiens dans le Moyen-Orient. Comme l'État juif pour les Juifs, Israël, le Liban, la France, elle a créé le Liban pour accueillir les chrétiens et surtout les maronites. 60 ans après, les chiites, ils font 5 enfants, 6 enfants. Les chrétiens, ils font 2 enfants. La démographie, elle joue. En plus, les chrétiens, ils ont, à cause de la guerre, ils ont voyagé, ils ont immigré. 70 ans après, aujourd'hui, on voit les chrétiens, ils étaient 70% dans les années 30, maintenant ils sont une minorité dans leur pays. 30% sont des chrétiens. Deuxième chose, s'il te plaît, les Juifs de Liban, ils ont aidé beaucoup aux Juifs. Ils ont, pendant la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, avant la guerre et pendant la guerre, ils ont aidé les rescapés juifs de l'Allemagne et de l'Europe à traverser, à venir en Israël par les frontières libanaises, et ils ont aidé aux Juifs des mondes arabes par la Syrie, les Juifs syriens, les Juifs irakiens qui n'ont pas pu amener leur argent directement. Ils ont fait une magouille avec les banques libanaises pour amener, pour faire sortir l'argent de là-bas. Donc les Juifs de Liban, on ne sait pas, mais ils ont beaucoup aidé aux Juifs de l'Europe et Juifs des mondes arabes et surtout la Syrie. Est-ce que Ori Issachar, aujourd'hui, lorsque le Premier ministre, lorsque le ministre de la Défense dit si jamais il y a la guerre, Beyrouth redeviendra l'âge de pierre. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous dites que si jamais il y a une explosion dans Beyrouth, il y a tellement de caches d'armes du Hezbollah que tout peut exploser? Bon, écoutez, il y a eu déjà une explosion à la porte de Beyrouth. Au port de Beyrouth, c'était l'explosion de certains dépôts qui appartenaient à Hezbollah et qui a amené à la mort de plus de 200 Libanais. Et à la suite de cette explosion, en fait, des milliers de Libanais ont manifesté contre le Liban. C'était sans précédent dans l'histoire du Liban, depuis le moment que, en fait, les milices chiites ont en fait pris le contrôle du Liban avec le soutien de l'Iran. Et je ne sais pas sur l'âge de pierre, j'aurais dit qu'il y a d'objectifs militaires, d'objectifs politiques, c'est-à-dire de viser non seulement l'organisation qui s'appelle Hezbollah, mais de viser l'État du Liban, l'État libanais. C'est-à-dire, le Liban n'est plus un pays en fait, c'est une poupée aux mains de Hezbollah et de l'Iran. Et au moment que Hezbollah décide de cibler Israël, ça veut dire que Hezbollah, qui est membre du Parlement, membre du cabinet, membre du gouvernement, il y a un parti politique, le Hezbollah qui effectivement est le responsable et le propriétaire du Liban, c'est plus une bataille entre Israël et le Hezbollah. C'est une guerre entre Israël et le Liban, c'est-à-dire des installations stratégiques du Liban doivent et peuvent être ciblées par Israël. Alors, je sais que vous n'allez pas répondre à cette question, mais je la pose quand même. Est-ce que ce n'est pas d'intérêt d'Israël, justement, du Mossad, au lieu de pratiquer les éliminations ciblées actuellement des chefs du Hezbollah, d'aller sur place et de déclencher des explosions en chaîne? Est-ce que ça ne serait pas plus simple que de se lancer dans une guerre élargie au nord? D'abord, les liquidations ciblées que nous voyons ont été planifiées depuis longtemps et ça a mûri. C'est pas quelque chose qu'on prévoit d'un jour à l'autre. Ça n'empêche pas la guerre. Pour l'instant, ça n'empêche pas la guerre.
Pour l'instant, à mon avis, c'est une erreur. Mais nous sommes encore dans la ligne décidée par Israël, d'abord Gaza, après le Liban. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y aura une guerre. Nous ne pouvons pas revenir à un accord de 1701 qui n'a pas tenu un seul jour. Oui, mais pour éviter cette guerre, justement, est-ce que, je repose la question, est-ce que ça ne serait pas plus intelligent que des actions des renseignements rentrent dans Beyrouth et déclenchent des explosions pour faire exploser ces sites-là? Quand nous ferons des actions qui dépasseront une certaine limite, et ce n'est pas le Mossad qui fait ces grandes explosions, ils peuvent présenter des localisations, mais si on traverse la ligne rouge que le Hezbollah évite de traverser, nous arriverons à la même guerre inévitable. Et je pense qu'Israël aujourd'hui coopère avec les États-Unis pour montrer qu'on est prêt à ce que leur émissaire propose un accord, mais nous savons qu'après le 7 octobre, on ne peut pas avoir de gens sur nos frontières, il nous faut une zone tampon au-delà de notre frontière jusqu'au fleuve Litanie au moins. C'est ce que je viens de dire, c'est le problème d'Israël. C'est-à-dire, il y a des règles de combat. C'est-à-dire, tu peux me frapper à Naharia, il n'y a pas de problème. Tu peux détruire tout le Rosh Hanikra, tout Haïfa, mais pas Tel Aviv. Il n'y a pas des règles de combat avec des terroristes, je suis désolé. Le mot de la fin. Il y a des règles de combat, mais les règles de combat doivent être beaucoup plus agressives et beaucoup moins prudents qu'auparavant. Je vous rappelle que le Hezbollah a placé des missiles, des pots de missiles au-dessous des bâtiments résidentiels en plein cœur de Beyrouth, comme exposé ou publié par le Premier ministre Netanyahu aux Nations Unies. Tout cela nous indique que oui, il y a une réalité extrêmement compliquée au Liban, à Beyrouth. Merci monsieur. Et il faut faire face à ça. La prochaine émission, elle se fera à Beyrouth peut-être, sur la promenade en pleine face à la mer. Merci. Vous ne croyez pas? Peut-être. Soyons utopistes. Je ne sais pas comment on dit utopiste en arabe. Peut-être vous pouvez nous le dire. Il n'y a pas un mot pour ça. Il n'y a pas de mot, malheureusement. Il n'y a pas de mot. Merci Avner Avraham, merci Rorik Sahar, merci Eli Cohen. C'est la fin de cette édition et de ce dossier spécialement comment l'Iran a iranisé Beyrouth. Bonne soirée à toutes et à tous.